Marès, je suis professeure de sociologie à l'université de Rouen et je suis assez contente d'être parmi vous. Voilà, bien que j'ai attrapé cette journée d'études en marche. Je travaille pour ma part depuis une dizaine d'années, à la fois sur Mayotte, mais aussi dans une perspective qui essaye de replacer cette situation dans celle des Outre-mer français. Et pour être complet sur d'où je parle, si tant est qu'on puisse être complet, j'ai été d'abord formée dans le champ de la recherche sur les migrations, les relations interethniques et le racisme. Et j'en suis venue progressivement, après différents terrains, à travailler sur Mayotte. Et c'est ce qui a mené cette interrogation collective sur qu'est-ce que c'est que les Outre-mer français, au fait. Qu'est-ce que c'est que cette situation après les décolonisations de territoires qui sont restés rattachés à la France sous des statuts très divers. Bien sûr, il y a une discussion, des juristes sont là aussi pour en témoigner, une discussion par les spécialistes du droit autour des statuts de ces territoires qui est très importante, mais au-delà ou en deçà de cette discussion juridique, est-ce qu'il y a la possibilité de réfléchir de manière transversale sur la situation de ces territoires. Et alors, il y a un certain nombre de diapos, je pense qu'ils vont être un peu caducs, puisque c'est aussi le grand plaisir de participer à cette journée, c'est de ne pas être obligé d'expliquer, de contextualiser toutes les choses qu'on va dire sur Mayotte. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles je vais revenir, mais plutôt à des fins de contextualisation scientifique. En fait, rappeler des éléments que vous connaissez tous déjà et revenir. J'ai essayé aussi au fil de ma présentation sur des choses qui ont été dites ce matin, et notamment par Damien Richaud, avec lesquels je converge tout à fait. Et donc c'est une présentation à une voix, mais qui a été le fruit d'un travail collectif avec Myriam Hachimi-Alaoui et Élise Lemercier. Et au-delà, je vous expliquerai un petit peu la façon dont on a un peu travaillé, puis on pourra y revenir. Le fil conducteur de cette présentation, c'est de restituer l'implication des citoyennes et des citoyens mahorais dans ce qu'on pourrait appeler la gestion politique de la frontière internationale qui sépare Mayotte des autres îles de l'archipel des Comores. Donc on a étudié cette situation de frontière, ce qu'on peut faire de bien des manières, mais d'abord et avant tout à partir de cette implication. C'est-à-dire que étudier les frontières en sociologue, ça revient à, bien sûr, ne pas seulement les considérer comme un espace physique à franchir, ou même seulement une chaîne d'interaction qui active et constitue la frontière. Je vous renvoie aux travaux d'André Area sur ce point. Travailler dans les aéroports, les consulats, les gardes frontières, on a des bribes dans nos éléments d'enquête, mais on n'a pas centralement travaillé là-dessus. Mais travailler sur la situation de frontière, c'est aussi travailler sur tous ces lieux, toutes ces institutions qui participent à l'institutionnalisation d'une frontière. Il y a énormément de travaux qui sont listés là, mais il y en a bien d'autres. Nous, ce qui nous intéresse ici, et ce qui nous a vraiment un des fils assez fort de notre travail, c'est de se demander comment les habitants, comment les citoyens, les voisins, les voisines participent à cet établissement de la frontière à Mayotte. Alors, dans les diapos semi-utiles, au regard de l'assistance, c'est de rappeler comment cette frontière a été établie au sein de l'archipel. Néanmoins, c'est quand même intéressant, je voudrais le dire, parce que j'ai eu l'occasion de le dire informellement, mais il me paraît important de le dire à toutes et à tous, combien nous avons recueilli de témoignages, de discours, de souvenirs, voilà, des traces mémorielles de ce moment de séparation, d'établissement d'une frontière et de partition politique de l'archipel, qui a entraîné énormément de violence. Et donc il y a le travail de Mama Idriss que je cite ici sur
voilà, la mobilisation pro-Mayotte française des élites, mais il y a aussi voilà, un travail à continuer, à creuser, et que je crois elle fait en partie, mais que nous, on a trouvé vraiment beaucoup de traces dans nos matériaux sur les violences intrafamiliales, enfin, au sein des familles, interpersonnelles, et les exils, les menaces qui ont accompagné ce moment, donc qui n'a rien seulement d'une consultation référendaire, hein, comme c'est parfois présenté, et je pense que c'est un point de l'historiographie sur lequel on a collectivement, nous chercheurs sur Mayotte, une responsabilité. Et rappeler aussi combien cette incertitude statutaire éclaire la position, le positionnement des Mahorais aujourd'hui. Hein. Là, je vous renvoie aussi à la publication que Myriam Hachimi avait pu faire à ce sujet, c'est ce rapport inquiet à la nationalité. C'est quand même une caractéristique très spécifique d'être français mahorais, c'est de ne pas être certain de ce que sa nationalité est assurée. Quand on sait à quel point la nationalité surdétermine nos statuts et nos droits dans le monde contemporain, et je pense que c'est important de se rappeler ce que ça signifie, ou d'essayer d'envisager ce que ça signifie de ne pas être complètement certain de pouvoir conserver sa nationalité. D'avoir cette inquiétude, hein, parce que je ne pense pas que ce soit un risque à avérer, hein, mais d'avoir cette inquiétude. Une diapo que je partage simplement parce que je la trouve extrêmement pratique, et je voudrais signaler son existence qui a été faite par Marie-Yannick Lamiginer sur voilà, toute l'évolution institutionnelle de Mayotte en un seul coup d'œil, mais évidemment je ne vais pas vous l'afficher. Je vais prendre un petit peu 2 minutes pour vous présenter rapidement la démarche des recherches collectives dans laquelle je m'inscris donc depuis qu'on a commencé à travailler sur Mayotte par l'UNANR en 2012, donc 1 an après la départementalisation, et puis s'en sont suivis un certain nombre de projets, mais qui ont, de façon à géométrie variable, rassemblé peu ou prou les mêmes chercheurs, et parfois des nouveaux, parfois d'autres, qui ont engagé aussi, c'est pas sur cette diapo, mais une collaboration avec un enseignant du secondaire qui est docteur et qui s'appelle Mlaye Kondro, qui a été très engagé dans différents projets de production de connaissances ou de savoir sous des formes extrêmement diverses, mais pas dans le monde académique directement. Ça fait partie aussi, je trouve, des choses qu'on a à discuter, quand on parle de travailler avec, pour le territoire, et nous l'avons fait vraiment de l'extérieur à partir d'une position de métropolitaine blanche pour l'essentiel des membres de l'équipe, mais pas que, mais quand même de l'extérieur, n'ayant pas ni vécu, ni grandi, n'ayant pas de membres de nos familles mahorais ou comoriennes. Ce qui quand même est important dans le positionnement et les difficultés de positionnement qu'on peut avoir en tant que chercheur. Donc, différents projets avec à chaque fois des thématiques un petit peu différentes, mais toujours ce fil d'une réflexion collective commune, à la fois sur qu'est-ce que c'est que cette outre-mer-là, spécifiquement par rapport à d'autres outre-mer, et puis ce deuxième fil autour de la situation de frontière, qu'est-ce qu'elle fait à cette société locale, et comment les habitants y participent. Et puis voilà, je suis ouverte à vos questions, évidemment, sur la façon dont on a travaillé. Ah oui, rappelez que c'est principalement une enquête de terrain de type qualitatif, avec plusieurs missions qui ont eu lieu pendant les décasages, et où on a travaillé pendant puis après à reconstituer certaines trajectoires. Donc je vais d'abord parler
des circulations migratoires dans l'histoire coloniale et post-indépendance des Comores. Là aussi, je pense qu'il y a des choses que vous savez déjà, mais c'est plutôt pour vous en proposer une interprétation, une lecture qui explique la situation contemporaine. Et puis, je me centrerai donc sur la gestion politique des migrations par la violence dans un contexte qui associe l'État français, les pouvoirs publics locaux et les citoyens et les citoyennes maoraises. Je vais insister tout au long de cette présentation, mais il ne s'agit surtout pas de présenter la situation comme un contentieux isolé entre Mahorais et Comoriens des autres îles. En fait. C'est vraiment un showstrap dont il faut se garder absolument, puisqu'on est bien dans une situation de co-construction de cette frontière à la fois en métropole et par les pouvoirs publics locaux. Et dans des jeux d'aller-retour parfois complexes et dont on n'a pas forcément l'ensemble des éléments, mais dont on voit bien qu'ils jouent systématiquement. Donc je vais commencer par cette idée du péril démographique, cette idée d'une submersion comorienne qui est très largement partagée et qui produit un certain malaise aussi aujourd'hui avec les statistiques dont on dispose et qui ouvre sur une question plus large aussi des rapports numériques entre les populations, hein, qui est une question qui même traverse aussi la question coloniale. En tout cas, il y a vraiment un consensus qui s'est forgé, mais bien avant même la départementalisation, autour de ce péril démographique qui serait produit par une immigration dite incontrôlée. Et cette vulgate, il faut la déconstruire d'abord en insistant sur le fait que ce sont des mobilités anciennes, extrêmement denses, et qui ont été démultipliées par la période coloniale. C'est-à-dire vraiment les travaux de Juliette Sacoyance, de Dominique Gracineau ont vraiment très bien démontré ça, et ceux d'Isabelle Denis aussi, c'est-à-dire le fait que la croissance démographique de Mayotte elle est ancienne, elle est intimement liée donc, à ces circulations entre les îles de l'archipel des Comores durant la période coloniale, et en particulier ce moment du 19e siècle où après l'interdiction de l'esclavage, il y a beaucoup de paysans enjoignés dépossédés de leurs terres qui vont être engagés dans les plantations de Mayotte pour compenser les pénuries de main-d'œuvre. Et puis il y a une autre circulation qui se joue, c'est celle des élites grand-comoriennes et anjouanaises qui sont presque les seules à être instruites. Hein. On a beaucoup de témoignages de Mahoraises, les rares à avoir participé à ces circulations qui disaient ben, j'étais le seul Mahorais, j'étais la seule Mahoraise au sein de cette élite d'abord grand-comorienne et anjouanaise, et qui donc circulent entre les îles des Comores, mais aussi à Madagascar, mais aussi à la Réunion. Et donc, il ne s'agit pas de dresser un portrait irénique des relations entre les îles, hein, du tout, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une densité et une profondeur des liens familiaux, des liens religieux, des liens économiques entre ces îles qui n'ont pas cessé en quelque sorte. Ils se sont recomposés, mais imaginez que cette histoire d'appel d'air, de différences économiques entre Mayotte et le reste des îles aurait comme ça créé tout d'un coup un mouvement migratoire incontrôlé, c'est complètement fantasmatique et totalement faux. Donc je crois que c'est important de le dire, de le redire, à quel point on a fait passer une frontière au contraire sur un espace de circulation. Et les gens, au fait, n'ont pas cessé de circuler. J'y reviens. Et donc, dans cette période coloniale, je trouve que c'est une des clés, mais ce sera intéressant d'en discuter avec vous, c'est une des clés du contentieux contemporain. Les Mahorais ont collectivement le sentiment d'être méprisés par les élites comoriennes, qui occupent des positions d'intermédiaires dans le système colonial.
Et c'est un sentiment qui va être décuplé en 1969 avec le déménagement de la capitale administrative quand s'est déplacé de Mayotte à la Grande-Comore. Et en plus de sa dimension symbolique, il y a des conséquences économiques et sociales extrêmement désastreuses pour ce transfert. Et ça va nourrir un sentiment anti-comorien qui va être aussi un des moteurs de la revendication départementaliste. Et donc, ces hiérarchisations sociales, leur reconfiguration, je trouve, permettent d'expliquer en partie la singularité de la trajectoire de cet archipel. Et je serais vraiment très intéressée d'en discuter avec les différentes logiques de stratification qui ont été décrites par l'anthropologie, parce que c'est très difficile de les saisir dans la vie sociale actuelle, la façon dont elles s'articulent ensemble, en fait. Vous voyez, ces catégories contemporaines de la nationalité, celle de cette période coloniale, et puis celle liée à des stratifications internes plus anciennes, la façon dont ça se combine, c'est pas facile à comprendre. Mais pour forcer le trait, j'aime bien citer ce syndicaliste qui m'avait expliqué, donc syndicaliste mahorais, qui explique à cette chercheuse blanche qu'il interviewe à Montreuil, porte de Montreuil, au siège de la CGT, donc on est un peu délocalisé, ce qui est un peu différent, donc la parole n'est pas la même, on le soulignait tout à l'heure, et qui m'explique, écoute, on avait le choix entre un colonna blanc et un colonna noir, et on a choisi le blanc en attendant. Donc c'est une des rares occurrences, une occurrence exceptionnelle, où un Mahorais m'a parlé de la question coloniale, et de même ne serait-ce que prononcer le mot, et vous voyez, de le qualifier comme ça, et donc... Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, ça force le trait bien sûr, mais ça dit combien la contestation de la domination comorienne était extrêmement forte, était un moteur extrêmement fort de cette séparation d'avec les autres îles. Et une autre chose aussi, pour déconstruire la vulgate de cette submersion démographique, c'est que c'est vraiment plutôt une divergence de destin statutaire. Ce n'est pas des populations qui sont distinctes. C'est à un moment donné des anciens sujets d'empire qui, pour certains, vont devenir des citoyens français, tandis que d'autres deviennent étrangers sur le sol mahorais du fait d'une nouvelle ordre sociopolitique. Vraiment, de remettre les choses dans le bon ordre. Et donc, ces circulations migratoires, ces hiérarchies vont être co-façonnées pendant la période coloniale. Elles vont être complètement bouleversées par l'établissement de cette frontière internationale. Et Rémi Carayol l'explique très bien. L'hésitation des gouvernements français à accorder un statut définitif va beaucoup inquiéter les pro-Mayotte françaises, et qui vont régulièrement brandir la menace comorienne. Et ça, c'est vraiment aussi deux choses qui, je crois, il faut distinguer. C'est-à-dire, d'un côté, le fait qu'il y ait eu une domination comorienne pendant la période coloniale, ça pourrait rester de l'ordre d'une mémoire historique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette mémoire, elle a été extrêmement entretenue politiquement. Ça a été un thème de bataille des pro-départementalisation. Il faut qu'on obtienne un département, parce que sinon la domination comorienne va se réétablir. Ce qui fait aussi que la partie populaire de ces circulations, et la partie très dominée de ces circulations, est complètement occultée dans la mémoire aujourd'hui. Vous voyez, et ça ne correspond pas en plus à la réalité aujourd'hui des hiérarchies, c'est-à-dire décrire les Comoriens, les Anjouanais comme des dominants à Mayotte, c'est quand même un peu particulier. Et donc il y a eu aussi tout un processus que Sophie Blanchy a très bien
explorer aussi, voilà, pour Mayotte et pour les Mahorais, de rester française à tout prix, et qui va construire une identité politique spécifiquement mahoraise. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas prendre le résultat de cette période toute récente pour quelque chose de naturel, d'évident, et voilà, c'est important de le rappeler. Et donc on a déjà dit, hein, tous les mots qui sont imputés à l'immigration, qui sont des thèmes classiques anti-immigrés, on leur impute la délinquance, la saleté, la pauvreté, l'asphyxie des services publics, et j'en passe. Mais au-delà de ces thèmes classiques, cette idée tenace selon laquelle les migrants des autres îles et leurs enfants pourraient mettre en danger le maintien de Mayotte au sein du giron français, elle est très forte. C'est-à-dire que ça rend ces populations de l'autre côté, originaires des autres îles, ça les constitue en menace intérieure, en ennemis invisibles. Je l'ai entendu plusieurs fois, on ne peut pas les reconnaître, ils sont comme nous, mais cette idée qu'ils nourriraient un projet politique de rétablissement de la domination politique comorienne sur Mayotte, avec cette idée que ça concerne aussi les enfants. Vous voyez, les enfants sont vus comme des futurs votants qui pourraient remettre en cause Mayotte française. Alors que, 1, ce vote n'est prévu nulle part, 2, ces enfants et ces jeunes ne se conçoivent mais absolument pas comme des Comoriens. Parfois, beaucoup d'entre eux ignorent même qu'ils ne sont pas français. Ils sont nés à Mayotte et ils se posent, enfin voilà, la question de la nationalité se pose au moment où ils sont interrompus dans leurs études parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir du territoire, tout simplement, donc ils ne peuvent pas poursuivre au-delà du bac, et donc à un moment donné, pour certains d'entre eux, voilà, cette trajectoire, la nationalité acquiert ce statut d'obstacle extrêmement fort. Il y a ce vécu dans les bidonvilles ou dans les quartiers comment dire, principalement peuplés de clandestins, où il y a on grandit quand même avec l'idée qu'on est protégé provisoirement par son statut d'enfant, mais que plus tard ça risque d'être compliqué, mais à aucun moment le moindre projet politique du rattachement aux Comores. Donc on est vraiment dans un pur fantasme, mais un pur fantasme qui a extrêmement, qui a beaucoup d'importance. Donc voilà. Ceci étant posé, il y a une deuxième dimension à cette vulgate qui est celle de l'obsession de la fécondité, sur la fécondité des femmes. Une obsession où on voit très très bien la co-construction nationale et locale telle qu'elle s'est constituée. C'est-à-dire dès 2005 quand même, hein, le ministre de l'Outre-mer de l'époque, François Baroin, proposait déjà une réforme du droit du sol, arguant que les mères comoriennes qui viennent accoucher là pour que leurs enfants obtiennent la nationalité française, et d'affirmer déjà le droit du sol ne doit plus en être un. En 2018, le sénateur Swahili, Tani Mohamed-Solé, arme du fait que la promesse de l'accès à la nationalité agit comme un redoutable chant des sirènes. Et donc, vous voyez, c'est pas ce discours maintes fois répété, où tout est faux, en fait. C'est-à-dire que les mères ne viennent pas accoucher là, parce que pour beaucoup de parturientes, les femmes étrangères qui accouchent à Mayotte, elles sont déjà là depuis longtemps. Ensuite, venir là pour que leurs enfants aient des papiers, c'est absolument pas non plus leur objectif. Et le fait que le droit de la nationalité agirait comme un chant des sirènes, c'est-à-dire attirerait les migrants, c'est faux.
c'est pas faux d'un point de vue idéologique, c'est faux d'un point de vue descriptif, c'est-à-dire des sciences sociales. Les gens ne circulent pas entre les îles des Comores et Mayotte dans le but d'obtenir la nationalité. C'est absolument décalé par rapport aux raisons et aux logiques de circulation qui ont d'abord et avant tout trait au fait de rejoindre un des membres de sa famille ou de pouvoir être scolarisé ou de pouvoir être soigné. Et encore une fois, c'est vraiment c'est important, je trouve qu'on ait aussi ce rôle de déconstruction, de montrer que au nom de quoi la déconstruction du droit du sol est faite à Mayotte est très largement idéologique. Et donc ça, c'est une histoire que vous connaissez tous bien, sur laquelle on va revenir, donc je vais passer un peu vite sur la première brèche ouverte par la loi Asile Migration 2018 qui conditionne l'accès à la nationalité française à la régularité du séjour des parents, et puis qui va constituer donc au départ le droit du sol applicable à Mayotte comme une exception dans l'ensemble français, mais qui va ensuite se prolonger sous la forme de son investissement par Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui profite de ses déplacements à Mayotte pour annoncer un élargissement, un approfondissement de ces restrictions. Et puis, voilà, jusqu'au dernier rebondissement autour de ce dépôt d'une proposition de loi constitutionnelle visant à abroger le droit du sol à Mayotte. Qui, ça c'est quand même relativement nouveau sur toute la séquence depuis 2005, est désormais repris et élargi comme un mot d'ordre national. Et on retrouve un très vieux rôle des territoires coloniaux puis ultramarins, un rôle de laboratoire. Donc, pour continuer pour bien asseoir le fil et terminer sur cette première partie, l'idée c'est de bien montrer les conditions sociales et politiques dans lesquelles vont s'inscrire la participation des citoyens et des citoyennes à la gestion politique de la frontière par la violence, en lien encore une fois avec les pouvoirs publics locaux et l'État français. Les mobilisations pour demander à l'État d'établir des conditions restrictives pour traverser la frontière, elles sont très anciennes. Elles précèdent même le visa Balladur, qui a été une sorte d'offre politique. C'est-à-dire que j'essaie d'aller plus vite. C'est un jeu qui s'est fait, encore une fois, à chaque étape de cette première instauration du visa jusqu'à les opérations qui ont suivi. Les citoyens ont à chaque fois été, des mobilisations citoyennes ont été au principe de ces législations, et aussi une sorte de crédit politique que les hommes politiques viennent trouver en proposant un durcissement des mesures migratoires, soit simplement à l'échelle des discours, soit à l'échelle vraiment de transformation légale. À l'époque, en 2009, Aurélie Barbet écrivait que Mayotte était une des frontières les plus poreuses de France. C'est toujours vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que comme ailleurs, ça c'est un grand résultat de la sociologie de l'immigration, les frontières n'empêchent pas les gens de passer, même les plus militarisés au monde. En fait, il faut là aussi le dire, le remarteler. C'est-à-dire que les différentes opérations, je ne suis pas revenue dessus parce que vous les connaissez bien, certes, le nombre d'expulsions du territoire a énormément augmenté. On est passé de 15 000 en 2013 à 29 000 en 2019.
Mais le contrôle des frontières s'est renforcé, la militarisation de ce contrôle s'est renforcée, mais la frontière est demeurée poreuse. En revanche, elle est devenue de plus en plus mortelle. Et donc les frontières n'empêchent pas les migrants de passer. Et en fait, les personnes qui ce renforcement des frontières, les millions qui y sont investis dans ce renforcement, le sont par des gouvernements qui n'ignorent pas du tout cet état de fait. Donc ça rejoint ce qui a été dit précédemment autour de la vulnérabilisation des statuts. Là, on a d'abord et avant tout une vulnérabilisation des statuts massive par cet établissement des frontières. Comme je coupe dans ce que je voulais vous dire, j'espère que ça reste à peu près... C'est-à-dire que pour essayer de chiffrer, mais je pense que là aussi, on ne dispose absolument pas du tout de la capacité qu'on a eue à identifier le nombre de morts et de blessés comme on peut l'avoir en Méditerranée. Mais il y a 12 ans, un rapport sénatorial comptait déjà entre 7 000 et 10 000 morts à la frontière depuis 1995. Et aujourd'hui, voilà, on a une estimation des autorités comoriennes estimant que depuis le visa Balladur, on serait à 20 000 migrants morts en mer. Alors, au-delà de l'évaluation statistique qu'on peut faire, c'est certain que le phénomène est extrêmement prégnant et aussi finalement très peu parlé dans la société mahoraise. C'est-à-dire, il y a d'autres frontières où il y a eu une mobilisation d'habitants autour de ces cadavres, de leur identification, de leur sépulture. Et là, c'est pourtant, voilà, cette omniprésence et ce silence sont quand même un des paramètres de la situation de frontière de Mayotte. Donc, vous voyez, on retrouve le même tract, parce que, effectivement, pour les décasages, nous aussi, on a dérouté un projet pour travailler sur les décasages, parce qu'on ne pouvait pas ne pas travailler sur ce qu'il était en train de se passer. Et on les relie aussi à ces mobilisations pour rendre la frontière effective. Il y a vraiment une continuité et politique et effective de collaboration avec la police. Donc je ne reviens pas sur l'ensemble des événements ni sur la séquence, mais pour dire une chose que Damien, tu n'as pas abordé, qui était le type de collaboration qui a pu se mettre en place avec les forces de l'ordre, qui étaient présentes pendant la plupart des décasages, mais n'intervenaient pas, avec pour consigne de ne pas intervenir, avec soi-disant ligne rouge de ne pas franchir, c'est une éventuelle violence interpersonnelle, mais qui empêchaient les journalistes ou les témoins d'éventuellement aller documenter ce qui était en train de se passer. Et puis l'action de la police aux frontières qui faisait le tri sur les 200-300 familles qui pouvaient être jetées sur les routes chaque week-end, qui faisait le tri sur la route ou qui faisait le tri à Mamoudzou assez systématiquement. Si on se place d'un point de vue plus longitudinal, je ne prendrai que cet exemple qui est particulièrement frappant. On a reconstitué des trajectoires de femmes décasées. Et cette personne était arrivée à Mayotte en 1982, on la rencontre en 2016. Elle avait été successivement 5 fois au cours de sa vie, soit expulsée par ses voisins, puis expulsée par la police aux frontières, ou seulement par ses voisins, ou seulement par la police aux frontières. Mais à chaque fois, au cours de son existence, elle était revenue, elle avait reconstitué des liens, elle avait recommencé sa vie. Et le décasage de 2016 intervient au moment où elle avait justement réussi à stabiliser sa situation juridique, la situation de ses enfants,
quoiqu'elle avait des jumeaux et l'un avait obtenu la nationalité et l'autre pas, hein, puisque ça produit aussi ce genre de situation. Les difficultés que tu as indiquées d'obtenir des certificats de scolarisation, de prouver et de se heurter aux discriminations au guichet, donc voilà, ça produit ce genre de choses. Et c'était très frappant en fait de voir dans son discours cette articulation très concrète à l'échelle de son existence et d'une vulnérabilité sans cesse recommencée, comment dire, cette collaboration entre des forces constituées par des caseurs et le relais concret apporté par la police aux frontières. Ou l'inverse, c'est-à-dire, enfin oui, ça fonctionne vraiment de façon concomitante, non pas forcément coordonnée, comment dire, intentionnellement, hein, mais à l'échelle des trajectoires, ça fonctionne tout à fait dans une vulnérabilité et une situation subalterne sans cesse renouvelée, avec des effets aussi main droite, main gauche de l'État, puisqu'il y a un moment où, lorsqu'elle était enceinte de ses jumeaux, justement, l'hôpital, le CHU l'appelle en lui disant vous avez une grossesse à risque, il faut absolument que vous vous présentiez à l'hôpital, parce que voilà, les examens qu'on avait fait avant qu'elle se fasse expulser du territoire démontraient qu'il fallait voilà, qu'elle soit suivie de manière un peu précise. Et vous voyez, c'est à la fois l'État français qui l'expulse, mais même d'autres représentants du secteur de la santé qui l'appellent pour lui dire que il faut que sa grossesse soit suivie. Et elle raconte ce moment où elle décide de prendre le bateau avec ses enfants qui ne veulent pas entreprendre la traversée et qui finalement, parce qu'il y avait eu un bateau qui avait chaviré le matin, donc le danger est plus que réel, plus que identifié, et elle décide de le prendre quand même, ce bateau. Et pour vous dire, encore une fois, voilà, je ne développe pas davantage sur les décasages, mais au moins sur donc cet aspect de comment dire, on a appelé ça de discrimination systémique, mais y compris voilà, la dimension interpersonnelle qui vient s'ajouter à celle du guichet et avec une dimension collective très assumée et qui vient s'ajouter avec des dispositifs étatiques qui ont trait à la fois directement à la gestion de la frontière, mais aussi à la gestion du vigilantisme. Et aussi pour montrer que les positionnements des voisins, des Mahorais français vis-à-vis des décasages sont bien moins monolithiques qu'on pourrait ne le penser. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi beaucoup de témoins impuissants qui indiquent que leur propre famille était divisée, un père qui va empêcher son fils d'aller faire des décasages, mais qui finalement va y aller avec sa mère. Et des villages qui n'étaient pas du tout unanimes, des Mzungu qui hésitent à prendre voix publiquement parce qu'on ne veut pas être stigmatisé, on ne veut pas être marginalisé. Et il y a eu parfois, par contre, des espaces de négociation un petit peu plus masqués pour tenter voilà, de produire un autre regard, notamment dans et autour des mosquées. Il y a eu des tentatives comme ça de contester la pertinence, la légitimité des décasages, mais en employant d'autres recours. Et dans l'espace politique, dans l'espace médiatique, très peu de voix se sont opposées, et les rares qui l'ont fait, notamment au moment où une partie des décasés, il y avait eu des bus affrétés par des associations comoriennes, et une partie des décasés s'était retrouvée place de la République, moment qu'on a pas mal documenté, parce que ce qui s'est passé sur cet espace public, c'est fascinant, quoi. Il y a eu des porte-paroles qui ont pris voix dans les médias locaux dont on parlait à l'instant, et c'était impressionnant. C'est-à-dire que
quand on était du côté spectateur et qu'on regardait la télé avec d'autres personnes en entendant ces témoignages, il se faisait huer en direct. Vilipendé, enfin c'était une parole qui était mais pas du tout audible en fait. Et voilà, donc pour peut-être ne pas contribuer à une vision totalement homogène, mais pour dire à quel point aussi cette démarche, ce moment politique des dégazages a été presque impossible de contester. Voilà, le consensus était tel, ça s'imposait avec une telle force que, y compris ceux qui avaient des voix discordantes pour tout un tas de raisons, avec tout un tas de positionnements, ils ne sont pas parvenus à le contester. Et ça s'accompagne aussi et toujours de cette politisation de l'immigration comme le problème de Mayotte. Pas seulement ce consensus selon lequel ce serait ça le problème de l'île, mais c'est aussi le consensus autour du fait qu'il faut employer des moyens exceptionnels, que tout le monde doit employer des moyens exceptionnels, au sens hors du cadre commun et hors des droits fondamentaux. C'est un consensus idéologique qui dépasse là largement les frontières d'associations, de partis politiques connus pour leur hostilité, c'est-à-dire que c'est partagé par beaucoup de fonctionnaires mahorais, beaucoup d'enseignants, dont beaucoup d'enseignants qui assistaient et participaient au décasage, sans toutefois pour certains d'entre eux prendre part aux destructions, parce qu'ils étaient conscients des risques qu'ils encouraient en tant que fonctionnaires. Mais on a quand même une enseignante, leader d'un syndicat, très marqué à gauche, en tout cas en métropole, qui va nous dire pour résoudre le problème de l'insécurité à Mayotte, ce qu'il faudrait, c'est, je la cite, maintenir les barrages et suspendre un temps les lois de la République, le temps de nettoyer tout ça. Mais vous voyez, cette métaphore du nettoyage, ça vous surprend pas, mais c'est ce qui est surprenant ou impressionnant, c'est l'ampleur du consensus autour de la nécessité de ces méthodes. Ça semble contradictoire à ce que vous venez de dire avant, qu'il y a des familles divisées et que tout le monde n'est pas d'accord. Eh bien, en fait, les deux choses sont pourtant vraies, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le consensus autour d'utiliser des méthodes exceptionnelles est très largement au-delà des groupes ou des formations politiques qui usuellement défendent ce type de position. Donc, on le retrouve chez des groupes professionnels et chez des syndicats qui, d'ordinaire, ne défendent pas ce genre de position du tout. Mais c'est aussi vrai que dans les citoyens ordinaires, les habitants, les voisins, etc., il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait part de ces doutes et de ces difficultés. Vous voyez, ces deux choses distinctes sont en train de... mais il faut aussi leur rappeler, et je vais bientôt terminer, je ne sais pas combien de temps. 2 minutes. 2 minutes, je suis là, j'y suis. Que c'est quand même alimenté par une expérience très mahoraise, là aussi, du régime politique de l'exceptionnalité. C'est-à-dire que... juridique, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que le droit commun, il est en permanence négociable, négocié, et ça l'a été pendant toute la période coloniale, bien sûr, mais aussi toute la période d'incertitude statutaire, toute la période de mise en place progressive de la départementalisation, qu'est-ce qui s'applique, qu'est-ce qui ne s'applique pas, non, finalement, on ne va pas l'appliquer. Vous voyez, ce caractère malléable et négociable qui, quand même, caractérise moins la métropole, même si les spécialistes du droit ici savent très bien que le droit est une matière qui se négocie, qui est malléable, qui évolue dans le temps, mais il y a moins cette évidence partagée pour tout le monde que le droit, c'est une affaire de rapport de force, en fait. Je pense que c'est extrêmement bien identifié parce que vécu, en fait, par les c'est-à-dire que cette exceptionnalité qu'on pourrait décrire comme assez typiquement coloniale, et à commencer par l'exceptionnalité des politiques de la frontière, l'exceptionnalité de l'accès à la nationalité, c'est aussi, encore une fois, une certaine pratique du droit qui caractérise la situation locale. Alors, je vais arriver à ma conclusion pour
rappeler combien un glissement s'est opéré dans ces mobilisations sociales qui mettent tout en haut la nécessité d'employer des moyens exceptionnels contre l'immigration comorienne. Parce que au départ, les premières mobilisations, alors qu'on n'a pas observé directement, mais qu'on a, comment dire, obtenu des archives, des témoignages, des entretiens, et puis des articles de journaux aussi, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des mobilisations sociales autour des années 2010 qui s'étaient d'abord et avant tout structurées autour de la vie chère, de l'accès aux droits communs, de la mobilisation dite pour l'égalité réelle, et notamment pour les droits sociaux, tels que le RSA, et avec les décasages de 2016, et puis les dernières mobilisations sociales le confirment, voire le surenchérissent, les revendications autour de l'égalité réelle se sont désormais structurées autour de la demande d'un régime d'exception pour les autres, mais dans l'espoir d'obtenir l'égalité sociale pour nous. Enfin, vous voyez, c'est un double processus qui s'opère, c'est-à-dire à la fois un durcissement de la barrière entre eux et nous, eux les Comoriens et nous les Mahorais, en même temps qu'une réduction du périmètre des personnes qui seraient éligibles à ces droits sociaux. Et toute cette question obsessionnelle autour de qui est Mahorais français, qui ne l'est pas, on l'a observé dans toutes les politiques publiques locales, c'est-à-dire l'accès aux droits sociaux, l'accession à la propriété, la lutte contre la reconnaissance de paternité dite frauduleuse, c'est-à-dire toutes les politiques publiques sont impactées par cette obsession de qui est citoyen mahorais, qui ne l'est pas. Parce qu'en fait, on est dans une situation où là, réellement les gens sont mélangés. Et là, on retrouve quand même une caractéristique assez prégnante de la situation coloniale autour de ce soupçon de l'usurpation de la qualité de citoyen français. Hein, l'historienne Emmanuelle Sada le montre vraiment très très bien, c'est-à-dire que c'est le souci des administrateurs coloniaux qui étaient au départ maintenir le lien avec les colons, mais aussi comment dire, développer le gouvernement de la masse des indigènes. Cette peur de l'usurpation de la qualité de citoyen français, l'ensemble des droits qui vont avec, dans cette situation là où aujourd'hui, en fait, une personne sur deux est étrangère et environ 49% des personnes étrangères à Mayotte y sont nées, ça repose à nouveau frais cette question du gouvernement de la masse de non-citoyens. Et vous voyez, la solution qui est pensée, défendue et portée par les citoyens et les citoyennes, c'est d'essayer de se mobiliser pour toujours réduire, contrôler cette porte étroite de la citoyenneté, soit par le contrôle aux frontières, soit par les décasages, soit par la réduction du droit de la nationalité, dans un effort dont on peut imaginer qu'il est certainement un peu vain, en fait. Et qu'il faut replacer dans, quand même, je terminerai là-dessus, sur cet horizon de l'égalité, cette promesse de l'égalité liée à la départementalisation qui s'est sans cesse éloignée. Et donc, une manière de... Vous voyez, ces mobilisations sont aussi une manière d'essayer d'atteindre cet horizon. Bon, je m'arrête là. Je suis prête à discuter avec vous, d'échanger sur ces aspects. Bonjour, moi je suis pas du tout chercheuse, je suis étudiante à Sciences Po en troisième année et j'écris du coup un mémoire sur Mayotte et je suis de Mayotte aussi, donc j'ai commencé par là. Et du coup moi j'avais trois petites questions. La première c'est à savoir que à Mayotte, c'est un peu comme à La Réunion, il y a plusieurs communautés qui cohabitent ensemble. Donc, comme je disais, à Mayotte, c'est comme à La Réunion, il y a plusieurs communautés qui cohabitent ensemble. C'est un peu moins peut-être visible à Mayotte qu'à La Réunion. Mais du coup, je voulais savoir déjà comment les Mahorais ils perçoivent du coup ces communautés-là, sachant qu'elles sont aussi pour la plupart issues de l'immigration. Je pense notamment aux Malgaches,
Aux Indiens aussi, il y en a beaucoup. Enfin, ces personnes-là, est-ce que les Maoris les voient d'un bon œil, entre guillemets, ou enfin, comment ça se passe? Et Xavier. Et deux autres, je les pose d'un coup. Oui, bah oui. Et la deuxième, c'était par rapport aux forces de l'ordre, du coup. Comment les Maoris ils perçoivent aussi la présence donc, très importante des forces de l'ordre là-bas. Donc moi, pour être né et grandi là-bas, c'est vrai que c'est assez surprenant de voir autant de militaires dans la ville. Donc comme on en parlait tout à l'heure, mais par exemple en Petite-Terre, on a, quand on se balade, on a quasiment autant de civils que de militaires dans les rues. Et est-ce que les Maoris ils voient ça d'un bon œil, encore une fois, en se disant qu'ils se sentent protégés par rapport à ça, ou au contraire ils sont peut-être un peu de méfiance par rapport à ça? Et la troisième, c'était à quel point vous pensez que c'est la responsabilité de l'État français, ce qui se passe à Mayotte, parce qu'il y a quand même de l'argent qui est investi, il y a quand même des choses qui sont faites. Mais est-ce que cet argent, il atterrit au bon endroit? À quel point, les élus locaux, quelles sont leurs responsabilités là-dedans? Voilà. Je vais commencer par la dernière question, parce que c'est un effet assez difficile du travail qu'on fait, qui est d'essayer de ne pas pointer des responsabilités, désigner des coupables. Et c'est difficile à ne pas faire ça. Et donc, moi, j'ai bien conscience de ce que je dis peut être lu comme ça, mais l'idée, c'est plutôt d'essayer de comprendre quelle est la situation et comment elle se noue, et comment elle se travaille. Donc, vous voyez, il ne m'appartient pas de dire in fine le grand responsable serait ceci. Enfin, c'est plutôt essayer de comprendre comment les choses se sont nouées. Ce qui est frappant par rapport à la diversité du peuplement de Mayotte, c'est justement c'est l'obsession anti-comorienne. Il y a des discours anti-malgaches qui peuvent intervenir, mais il y a quand même le peuplement de l'île et le kibushi, qui est une des langues locales, qui est très liée au malgache, n'est pas perçu comme exogène, n'est pas perçu comme menaçant, n'est pas perçu comme menaçant. Alors, il peut y avoir ponctuellement, encore une fois, je trouve que l'ensemble les discours qu'il peut y avoir à l'encontre des migrants et des migrantes, surtout les migrantes malgaches, sont sans commune mesure avec ce qu'on entend vis-à-vis des Comoriens, ce qui montre bien que c'est pas une question, il faut dénaturaliser l'analyse du racisme, c'est bien ce contentieux historique et la façon dont il est pensé, vécu, imaginé, porté par les représentants politiques qui forge très largement le regard qui est porté sur les autres. Et donc cet imaginaire très fort consistant à dire les Malgaches, ils font partie de l'histoire de Mayotte, et voilà, ça transforme la lecture qui peut être faite des nouveaux arrivants, en fait. Et il y a très très peu de discours sur la présence des Nzungu, finalement, aussi. Très très peu, et qui ont été largement, là encore, s'explique, je trouve, très largement par cette situation d'incertitude très forte autour du statut de Mayotte, et donc il n'était pas possible de porter à la fois une critique de l'ordre social et du rôle qui jouent les Nzungu, en même temps qu'on réclamait le statut de département, ce qui est très contrasté avec ce qu'on peut entendre ou voir à La Réunion ou en Martinique. Vous voyez, c'est cette... ne serait-ce que sur les postes à responsabilité, par exemple, il n'y a pas très peu de contestation d'une division qui est particulièrement nette dans la fonction publique, avec des cadres de catégorie A qui sont tous très souvent des hommes et tous, en tout cas, blancs et métropolitains. Et donc, vous voyez, la hiérarchie des statuts professionnels rejoint la hiérarchie socio-raciale, quand même. Donc, ça pourrait prêter quand même matière à discussion, au moins, comme c'est le cas dans d'autres territoires. Et là, c'est pas le cas. Alors, du coup, je sais pas si d'autres personnes. Il y avait Florian aussi. Allez-y.
Oui, alors comme j'ai dit ce matin, moi je ne connais pas du tout Mayotte et donc je pose des questions pour m'informer. D'abord, je voudrais comprendre l'historicité de la question française. Parce que par exemple, en 1969, quand Mamoudzou cesse d'être la capitale et qu'elle passe à Moroni, ça aurait pu provoquer un sentiment anti-français à Mayotte et au contraire pro-français à Moroni. Pourquoi c'est l'inverse? Je pose toutes les questions en même temps, hein, d'accord? Ensuite, depuis ce matin, là, j'écoute. Et puis, donc avec la départementalisation, le nombre de fonctionnaires, peut-être pas cadre A, mais le nombre de fonctionnaires a augmenté, le nombre de gens qui vivent de fonctionnaires a augmenté. Quelque part, c'est pas une question de classe ou caste, et quelque part, la vraie difficulté n'est pas une question de réforme agraire, parce qu'en fait, le vieux slogan « la terre à qui la travaille », ça veut dire que la terre devrait être donnée aux enjoints. Enfin, aux 10 enjoignés, comme on dit. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas comme... Et une dernière question purement démographique, je ne parle pas de la fécondité, soi-disant, des femmes, des femmes comoriennes, mais est-ce que la croissance globale, toutes causes confondues, de la population à Mayotte, n'est-elle pas en train quand même de devenir insupportable? J'aurais presque envie de vous refaire la controverse entre Marx et Malthus, qui disait qu'il n'y a pas un seul homme de trop sur Terre. C'est-à-dire, plus sérieusement, la question de la surpopulation, elle est toujours fonction de celle du partage des ressources, en fait. Donc, vous voyez, quand les ressources sont stagnantes, et qu'il faut partager en un plus grand nombre, je ne sais pas. Ouais, non, mais La projection INSEE, c'est 750 000 habitants de 6 500. Et en ce moment, on en est à 331 000. Donc ça va doubler encore. Parce que c'est un des rares départements français qui a une pyramide des âges aussi spectaculairement jeune. Il a une pyramide des âges africaine, c'est tout. Et L'âge médian, c'est 17,8 ans. Ouais. Au Mozambique, la majorité de la population a moins de 15 ans. encore une fois, vous voyez, on ne peut pas répondre à cette idée qu'il y aurait un seuil de tolérance. Parce que c'est des vieilles histoires. Hein, je ne parle pas de seuil de tolérance d'étrangers pas étrangers. Je sais bien, mais c'est question de nombre, en fait. Ces questions de nombre et de population, elles sont très anciennes et toujours déjà saisies dans un ordonnancement social et politique, en fait. Cette idée qu'il fallait repeupler la Creuse, c'est ce moment très très bien étudié par Myriam Paris, où au moment où on menait des politiques natalistes en France dans les années 1970 en disant aux femmes il faut absolument que vous fassiez des enfants parce qu'il en va de l'avenir de la nation, etc. Alors on leur redisait pas forcément tout à fait dans ces termes, mais en tout cas il y avait une très forte incitation et des politiques familiales qui sont mises en place pour ce faire. Au même moment, il y avait des politiques de stérilisation systématique de femmes réunionnaises sans les informer, parce que, vous voyez, c'est la fécondité de qui est désirable et le peuplement de qui est en trop ou pas assez. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est impossible de répondre à cette question de manière strictement démographique. Ça n'existe pas, en fait. Ou de strictement démographie liée au territoire. C'est-à-dire c'est toujours des questions déjà encore une fois, de statut de ces personnes, de partage des ressources au sens fort du terme. Quand je blaguais autour de... C'est la même controverse que Marx et Malthus, mais je veux dire, il n'y a pas de loi de population comme Malthus le pensait. C'est aussi une descriptive, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de surpopulation, elle est largement... elle est presque fictive dans la façon dont on enregistre même cette population. Vous voyez ? En lien avec ça, il y a Tupertès justement qui parle de Malte, et le titre de la thèse c'est des gens de trop. Et il reprend justement les théories de Malthus et il revient à dire justement c'est quoi les gens de trop et comment on arrive à réifier une catégorie de gens de trop.
Pour revenir à... il y avait la question de Florian. Oui, alors peut-être juste avant de poser la question, je rebondis parce qu'il y a une forme d'hypocrisie, alors ça a été évoqué, mais dans le fait que La singularité de Mayotte, c'est la territorialisation des titres de séjour. Donc ça va aussi fixer des personnes qui, faute de quoi, pourraient aller sur le territoire métropolitain ou aller dans d'autres départements ultramarins. Donc là, il y a une hypocrisie de dire qu'il y a trop de monde sans permettre à ces personnes d'aller en dehors de ce territoire mahorais. Ah oui, ça fait partie des choses que j'ai coupées un peu rapidement et malencontreusement. Mais voilà, très rapidement, il y a vraiment c'est au départ une partie des revendications qui sont systématiquement dans la négociation avec l'État mises de côté, c'est cette revendication de la possibilité que le visa qui n'est valable qu'à Mayotte le soit pour circuler. Et là, on voit bien que c'est aussi, du point de vue des pouvoirs publics, le fait d'utiliser cet espace comme un espace de contention d'une partie des migrants. Et ça ouais, je m'arrête là. Je sais pas si on peut encore... Moi, j'ai juste avant de... On en parlera après, j'avais d'autres questions. Tu veux poser une question. Je voulais juste tout à l'heure pour répondre à votre question concernant les politiques publiques. À un moment donné, elle posait la question si l'État donne de l'argent. Enfin, en fait, il y a, dans tes propos, tu as repris aussi à un moment donné main droite, main gauche de l'État. Mais la main droite de l'État à Mayotte est surreprésentée par rapport à la main gauche. Alors, en fait, il y a des politiques sociales qui ne sont pas mises en place, qui ne sont pas déployées du fait d'une départementalisation inachevée. Quand on dit que l'État met trop d'argent à Mayotte, c'est pas vrai. Du point de vue politique sociale, il y a un retard, ce retard est calculé, il est montré, il a été démontré surtout à travers des travaux aussi de Nicolas Roissard, qui montre ça magistralement bien. Donc il y a même peut-être un inconscient colonial qui fait qu'un territoire colonial ne doit pas coûter, mais doit d'abord rapporter. C'est historiquement comme ça qu'ils ont été constitués. Sachant que là, on est sous le contrôle des historiens, hein, mais ce truc de coût-bénéfice, et en particulier de bénéfices sonnants et trébuchants concernant ce territoire, qui était une colonie secondaire à un moment donné et périphérique et un peu oublié et pas tellement rentable. Si on en croit les historiens, encore une fois, Jean-Martin, Elisabeth Denis, c'est plus autour d'un intérêt géostratégique qu'historiquement l'État français a tenu à conserver sa présence sur cette île. C'est l'État français qui choisit où est-ce qu'il injecte l'argent qu'il décide de mettre. C'est lui qui choisit dans quel secteur il va... Ah bah bien sûr. Bien sûr. Okay. C'est compliqué parce que sur les politiques sociales, historiquement, partout ailleurs, avec la décentralisation, c'était l'échelon départemental. Mais il y a, là je renvoie aux travaux d'Hugo Mercier sur ce point, il y a eu, dans certains cas, une intervention massive de l'État, y compris justement en contrôlant ce qui avait été fait de l'argent. C'était vraiment une négociation budgétaire autour de Même le RSA qui est attribué par le département, il est à 70% de ce qu'il est en métropole. Ah mais ça c'est une autre histoire, et c'est toujours autour de cet appel d'air aussi. D'ailleurs ça aussi, c'est quand même... Cette histoire de l'appel d'air, et donc au nom duquel on va maintenir très bas les minima sociaux, les droits sociaux, vous voyez, il y a deux solutions. Soit on les met au même niveau que tous les autres départements, soit on essaye de réduire l'appel d'air. Enfin, vous voyez, en fait, cette idée qui est là encore fausse, parce qu'il y a un non-recours absolument phénoménal. Donc c'est complètement faux que les gens viendraient pour réclamer les droits sociaux. Ils ne les réclament pas même quand ils sont sur place. Par contre, cette idée, elle alimente encore... C'est un élément de plus pour accepter la situation d'inégalité et considérer que la solution, ce sont les politiques migratoires. Juste peut-être un mot, parce que je prends un peu de temps sur ma propre intervention. Non, mais ce qui est assez fou dans cette idée d'appel d'air, c'est que le Conseil constitutionnel saisit en 2018 de la loi donc, sur la nationalité, la conditionnalité de régularité de 3 mois de l'un des deux parents afin que l'enfant puisse acquérir la nationalité. Le Conseil valide cette idée
en disant prendre en considération l'immigration irrégulière et le risque que ça... Alors, il n'a pas, je ne sais plus quelle est la terminologie, mais le Conseil lui-même considère que si on donne trop, on permet trop facilement, alors même pas trop facilement, parce qu'on permet à Mayotte comme ailleurs d'obtenir la nationalité, alors une migration très conséquente va intervenir. C'est fou que le juge n'ait même pas le recul, et les travaux des sociologues ne les lit absolument pas, il en a pu faire. Il suit le législateur qui lui-même ne lit pas du tout les travaux des sociologues. Il y a une validation très large de ces idées, bien au-delà de Mayotte, et un consensus international. Alors même qu'il y a quand même, enfin là pour le coup on peut compter, les sciences sociales sont en partie cumulatives, des fois ça leur arrive, hein, elles ne sont pas là que critiques, elles ne défendent pas ce que les précédents ont fait. Et s'il y a bien un point sur lesquels, deux sur lesquels les sciences sociales sont absolument formelles, les sciences sociales des migrations sont absolument formelles, c'est le droit de la nationalité ne transforme aucunement la nature, le rythme, les lieux d'installation des migrants, qui répondent à d'autres logiques historiques et économiques et sociales et politiques. Première chose. Et deuxième chose, c'est que les frontières n'empêchent pas les gens de les franchir. Et donc ça fait autre chose. Moi, ce que j'aimerais qu'on ouvre le débat, c'est peut-être sur qu'est-ce que c'est que cette autre chose que font les frontières et qui, dans le cas de Mayotte, est assez assumée en fait. Il y a vraiment cette idée pour beaucoup de Mahorais et beaucoup d'élus, cette idée que ça sert à préserver une certaine ordre social. Une dernière question. On a un temps de débat après en plus. Parce qu'après on a un temps de débat. C'est pour ça. Oui. Ah, il y a un moment de passer. Comme il y a eu des conférences sur des questions qui reviennent sur les C'est encore une question, mais on passe à l'autre. C'est pas une question, c'est tu m'as sollicité en début d'entretien sur un point spécifiquement, sur les difficultés à lire en fait comment au quotidien les notions de stratification sociale et les trois strates que j'ai utilisées tout à l'heure sont mobilisées au quotidien. En fait, elles ne le sont pas, en tout cas elles ne le sont pas dans les termes, dans la terminologie que j'ai donnée, en fait, elles le sont très rarement. En revanche, elles le sont factuellement. Par exemple, le transfert de la capitale vers Moroni, alors qui intervient à la fin des années 50, en 68, il y a un congrès qui a eu lieu en 1958, le congrès des grands notables de Tsundu, qui sont en fait des notables mahorais, malgaches, mauriciens, mahorais et mauriciens principalement, et qui vont dicter en fait la position, c'est la catégorie supérieure qui va dicter la position des gens qui vont se mobiliser ensuite, qui sont en fait la middle class de Mayotte, et qui vont ensuite s'engager dans le combat départementaliste. Ça s'exprime là, par exemple. C'est que ça exprime aussi, et ça c'est plus... Enfin, je trouve que c'est intéressant de le rappeler quand même, que la totalité de l'élite politico-économique comorienne, de l'État comorien, tous les gens qui occupent des postes dans l'administration publique à haut niveau, l'équivalent de nos cadres A en fait en France, et l'équivalent de nos ministres, sont tous invariablement de nationalité française. Tous. Il n'y a pas un ministre comorien qui ne soit pas binational. Et en fait, l'accès, ce qui s'est passé, je trouve, sur un demi-siècle, c'est que la disparition, en tout cas formelle, de la catégorie des Wamansara s'est faite au profit d'une nouvelle catégorie sociale dont la plus grande des richesses, c'est de pouvoir traverser les frontières légalement. Et c'est, Azali, par exemple, est français. Voilà. Tous les ministres sont français. Et tu disais, il y a une forme de... La catégorie descendants d'esclaves affleure de temps en temps, y compris pour être éventuellement déniée. Non, mais c'est des vieilles lunes du passé. Vous voyez, ça remonte, mais c'est assez peu dit. Et sur la question du péril démographique, il y a une donnée qui est très peu commentée. Pas du péril, moi, j'ai demandé simplement... C'est le terme qu'elle a employé au début de son entretien. Il y a une donnée qui est assez peu commentée, c'est le nombre de Mahorais en fait qui repartent, qui quittent Mayotte pour voilà. Oui, ouais, on est plusieurs à l'avoir dit, mais c'est vrai que c'est pas un truc qui vient à l'esprit. En fait, il y a énormément de Mahorais qui quittent Mayotte aussi.